C'est la vie, l'amour, l'aval, c'est une ville qu'on s'est donnée. Aujourd'hui pour demain, pour les voisins. Ah, quel plaisir d'accueillir cette jeune dame polyvalente, audacieuse et talentueuse, Élise Bellerive. Il faut être comment si jeune pour être aussi habile au violon. Ah, quand même, oui. Vous avez commencé. Qu'est-ce qui vous a incité à jouer du violon? En fait, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. 3 ans? Oui, 3 ans. J'ai deux de mes sœurs qui prenaient des cours de violon. Puis j'allais pour les accompagner. Puis en fait, quand le professeur demandait des questions, c'est moi qui répondais. Oui. Fait que de là, j'ai commencé à leur place l'étude du violon. Là. Mais à 3 ans, le solfège, ça doit peut-être commencer à être difficile à en saisir toute la portée. Bien, en fait, moi, j'ai un don qui est d'avoir l'oreille absolue. Fait que pour moi, tout ce qui est des sons, c'est des notes. Fait que pour moi, c'était très facile de savoir les notes. Qu'est-ce que c'était les notes? Pour moi, c'était, je dirais, c'est de l'ABC pour moi. C'était comme presque acquis déjà en partant. Mais vos sœurs jouaient déjà du violon? Oui. Puis vous en jouez aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui en jouent? Est-ce que vos parents étaient musiciens, quoi? Non, mes parents n'étaient pas musiciens. J'ai, je dirais, une tante qui jouait du piano, mais je veux dire, pas professionnellement, là. Mais c'est ça, mais j'ai 2 sœurs plus vieilles qui ont appris le piano, le violon. J'en ai une qui est allée en flûte après, en flûte traversière. Après ça, j'ai une sœur plus jeune que moi qui a appris aussi le violon. J'ai 2 autres sœurs plus jeunes qui, une a joué de la harpe et l'autre du violon aussi. Élise, qu'est-ce qui faisait que vos parents vous ont incité à jouer du violon s'ils n'étaient pas musiciens? En fait, c'est ça. Quand j'étais jeune, mes parents, ils mettaient des élastiques autour des poignées des portes pour pas qu'on les ouvre. Okay. Et moi, ce n'était pas pour les ouvrir, les portes. C'était pour écouter le son que l'élastique faisait. D'où l'importance je pourrais dire, d'où pourquoi j'ai commencé le violon. Et il y a une petite histoire en arrière de ça, c'est que au départ, je voulais apprendre du violoncelle. Oui, déjà. Oui. Et le violoncelle, bon, on s'entend que c'était gros. Et mes parents m'ont dit, si tu veux jouer du violoncelle, tu vas apporter le violoncelle. Fait que c'était un petit peu trop gros pour moi. Fait que j'ai dit, bon, on va prendre le violon. OK. C'est pour ça que j'ai commencé avec le violon. Mais même à ce temps-là, le violon coûtait assez cher quand même. C'est la famille, avoir des violons, avoir la harpe, avoir tous ces instruments. Bien, à ce moment-là, mes 2 sœurs plus jeunes ne jouaient pas la harpe à ce moment-là. Fait qu'on se passait les violons. Parce que surtout que à ce moment-là, ça n'existait pas, les violons loués. Non. Le système de location, ça n'existait pas, donc il fallait les acheter. Fait que c'est sûr que c'était pas évident, mais on se passait l'instrument pour le temps de la pratique puis le temps du cours. Même si c'était pas cher, c'était quand même cher pour quand même, pour oui. la Oui. famille. Oui, bien, il y avait les cours qu'on comprenait. Nous autres, c'était au Conservatoire McGill. Fait que les cours étaient quand même, à ce moment-là, assez dispendieux. Il y avait le transport aussi. Fait que c'était quand même... Le Conservatoire McGill, moi, je sais que j'avais été au Conservatoire La Salle à ce moment-là. Ça existait, c'était plus économique. Non, pas nécessairement. C'est juste que le professeur qui m'avait pris, je pourrais dire, sous son aile,
enseignais au Conservatoire McGill. Le professeur que j'avais, c'était Dr. Alfred Garson, qui est le premier professeur qui a apporté la méthode Suzuki ici à Montréal. Mais quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais 3 ans. 3 ans? Oui, quand j'ai commencé, j'avais 3 ans. Puis quelle a été votre évolution? Comment ça s'est produit, votre évolution? Bien, j'ai étudié au Conservatoire McGill, c'est ça, avec le docteur Alfred Garson, en violon. Après ça, j'ai bifurqué un petit peu, je pourrais dire, ça, c'est le professeur qui m'avait demandé, ça serait bien que tu ailles voir d'autres professeurs. Fait que j'avais comme bifurqué un petit peu au Conservatoire de Montréal. Mais à ce moment-là, je dirais que pour moi, le violon était comme déjà une affaire acquise. Pour moi, c'était... Fait que j'ai commencé le piano. J'ai fait 4 ans de piano chez les Sœurs de Sainte-Anne. Du piano aussi? Oui. Bon. Oui, chez les Sœurs de Sainte-Anne, que j'ai fait 4 ans. Je dirais, quand je suis rentrée au secondaire, j'avais des cours qui étaient enlevés pour que je puisse pratiquer, mais il fallait quand même avoir des notes. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à avoir des examens au conservatoire et qu'il fallait que je fasse un examen d'évaluation qui m'ont évalué au niveau cégep. Fait que quand j'étais en secondaire 1, j'étais au niveau cégep pour l'Université de Montréal, l'Université McGill. Et en secondaire 2, j'ai été, je pourrais dire, ils m'ont tout de suite fait sauter au niveau universitaire. Fait que là, ça ne fonctionnait plus par rapport à mon secondaire 2. Fait que c'est là que j'ai dit, bien, je vais continuer un peu mon piano, puis je vais commencer le violoncelle, qui est l'instrument qui était à la base ce que je voulais. Fait que j'ai pris avec une amie à l'école pas qui donnait des cours, mais elle aussi, elle utilisait le violoncelle, fait qu'en même temps, elle me donnait des cours de violoncelle. Je suppose que c'est plus facile de transporter votre violon pour vous faire des choses que le piano. Le piano et le violoncelle, oui, c'est plus facile. Le violoncelle que maintenant, avec tous les instruments un par-dessus l'autre, ça devient plus difficile. Est-ce que vous possédez encore tous ces... Oui. Vous possédez ça? Oui. J'ai mon violoncelle à la maison. Là, le piano, j'ai plus une sorte de clavier pour pouvoir pratiquer. Là. Oui. Mais sinon, c'est ça. J'ai quand même pas mal ça, oui. C'est stimulant pour vous, la musique? Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que ça vous donne comme émotion? Qu'est-ce que vous ressentez? Je dirais que c'est pour moi, quand je joue le violon, c'est pour moi une période je pourrais dire, un moment que je peux prendre pour moi. C'est vraiment un moment que personne ne peut venir jouer avec moi. Un moment secret où je peux discuter avec mon violon, un moment vraiment juste à moi, où je peux, je pourrais dire, échanger mes émotions que je peux pas échanger extérieurement. Est-ce que vous improvisez souvent? Ça, c'est un petit peu plus difficile. C'est sûr que moi, j'ai une formation plus classique. Donc, le côté improvisation, mais j'adore apprendre. Fait que pour moi, c'est un côté que je pourrais que si j'ai l'occasion de le faire, j'essayerais de le faire, oui. Dans votre cheminement, est-ce que vous avez joué avec l'Harmonie de Laval ou des organismes semblables? En fait, j'ai commencé à l'âge de 5 ans avec l'orchestre. Dans le temps, ça s'appelait l'Orchestre des jeunes de Laval. Ah, ben oui, ben oui. Mais on sentait que j'étais la plus jeune et que la moyenne d'âge était de presque 40 ans. Est-ce que c'était avec le Mont-la-Salle, ça? Non, c'était avec... je peux dire, un orchestre amateur qui était à ce moment-là... on pratiquait à l'école Ville-Mère avec M. Serge Nollet. Ah oui? Oui. D'accord. Oui. Il était bon? Ah, quand même. Mais en tout cas, c'est sûr que de haut de mes 5 ans, ils étaient très bons. Là. Ça a duré longtemps? Ça a duré au moins 3 ans. Et puis, l'Harmonie de Laval a remplacé cette... Je sais pas. L'Harmonie de Laval, ça, c'est plus le côté vent. Je sais qu'après ça, il y a eu l'orchestre, la Symphonie des Mille-Îles, qui a remplacé, dans le fond, l'orchestre des jeunes de Laval, parce que c'était plus des jeunes. Il y a eu la Symphonie des Mille-Îles, qui, après ça, moi, j'ai basculé avec l'orchestre à cordes de McGill. Parce qu'à ce moment-là, j'avais gagné une bourse qui me permettait justement de continuer mes études et d'acquérir le violon que j'ai présentement. Donc, je l'ai à partir de mes 10 ans, ce violon-là. Fait que, puis, ça m'a donné aussi la chance de jouer en solo avec l'orchestre à cordes. Puis j'ai bien aimé ça, fait que j'ai continué avec l'orchestre à cordes. Ah, formidable. Oui, puis après ça, je suis allée avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, où j'ai fait 13 ans à l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, où j'ai été musicothécaire puis assistante gérante à ce moment-là.
d'où là a commencé ma passion pour les événements, l'organisation d'événements. Quelles sont vos idoles dans le violon? Oh mon Dieu, mes idoles. Présent ou passé? Oh, ben, un ou l'autre. Mais la personne qui vous a le plus influencé, qui vous a inspiré? Je dirais que quand j'étais jeune, c'était pas mal Isaac Perman, qui est un très, très, très grand violoniste juif qu'on connaît par les pièces qu'il a jouées dans Schindler's List puis le violon sur le toit. Sinon, présentement, j'ai beaucoup d'admiration pour un très grand violoniste qui s'appelle David Garrett, qui est, je dirais, justement un suivi de la musique, je pourrais dire, l'improvisation. C'est un violoniste qui a étudié à Juilliard et qui, présentement, utilise la musique classique pour faire de l'improvisation. Qu'est-ce que vous pensez de Jean Carignan? C'était pas vraiment de ma génération, mais lui, c'était plus de la musique, je pourrais dire, des rilles qu'il faisait, plus de la musique québécoise. Je dirais que c'est un côté, une facette du violon qui me passionne beaucoup. On dit que comme technicien, qu'il était extraordinaire. Oui. Donc, oui. comme technicien, pour manipuler, là, c'était incroyable. Le côté violon, il n'y avait pas de secret pour lui. Oui. Quels sont vos projets? Mes projets, là, présentement, je travaille surtout du côté de l'organisation d'événements. Fait que pour moi, j'ai beaucoup de projets. C'est sûr que c'est pas évident avec ce qu'on vient de vivre, de reprendre. J'aime mieux prendre ça jour pour jour. C'est sûr que j'ai beaucoup de projets que j'aimerais que ça suive. Mais on verra à ce moment-là. Ah bien, formidable. Élise Bellerive, vous êtes une femme extraordinaire. Merci. Vous jouez bien du violon. Je vous souhaite, à un moment donné, d'aller jouer à l'Orchestre symphonique de Laval et à l'Orchestre symphonique de Montréal, quoi. Bien, présentement, je suis dans l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides. Oui. Qui est un peu, je pourrais dire, la même chose que l'Orchestre de Laval ou l'Orchestre de Montréal. Puis, je suis violon solo de l'Orchestre des Basses-Laurentides présentement. Vous êtes une Lavalloise inspirante. Merci. Je vous trouve formidable. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, la culture lavalloise est riche d'artistes talentueux. Georges Edouard, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Georges Edouard, tu es un artiste, tu es d'origine belge. Oui. Ça fait, mais tu faisais quoi en Belgique? J'étais lettreur. Lettreur? Oui, lettreur, étiquettiste dans un grand magasin. Je faisais tout ce qu'il y avait pancarte. Mais à l'époque, toutes les pancartes, c'était toujours peint à la main. L'ordinateur n'existait pas encore, donc ça, tout se faisait à la main. Alors, il y avait dans ce magasin, quand les étalagistes faisaient l'étalage, bien, ils demandaient des petites pancartes pour identifier le produit, et c'était fait dans notre atelier de lettres. Mais vous étiez pas mal habile à ce moment-là. Il fallait être très habile. Bien, ça prenait... on avait pris des cours. J'avais été à l'Institut des arts décoratifs et publicitaires pour apprendre ce métier. Et entre autres, ils nous enseignaient donc le dessin, mais pas comme si j'avais fait les beaux-arts. Les beaux-arts, c'était le dessin et la peinture uniquement. Aux arts décoratifs, c'était varié, un aperçu général. Alors, on est belge-wallon. Qu'est-ce qui incite un jeune homme dynamique, moyen de venir ici au Canada? Bien, d'abord, je rectifie, je suis ni wallon ni flamand, je suis bruxellois. Ah bon? Et bruxellois, c'est la troisième culture. Oui, ah bon. Alors, on s'en fout, nous, de leur petite bagarre intestine. Oui. Le bruxellois, il a ses habitudes et il veut rester bruxellois. Voilà. Et ta deuxième question? Mais qu'est-ce qui incite à venir ici au Canada? Oh, un petit peu le caractère dingue, parce que j'étais un petit peu le mouton noir de la famille. Et un jour, j'ai décidé de venir. J'avais un ami qui était venu à Hamilton, Ontario, et qui m'écrivait comme quoi que c'était si bien. Et je suis allé avec ma première épouse. On est allé à Hamilton, où j'ai vécu. À Hamilton en premier? Oui, en premier. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais rapidement.
Ah oui? Oui. T'es demeuré longtemps à Hamilton? En tout, 4 mois avant que ma première épouse, qui était niçoise, elle ne parvenait pas à apprendre l'anglais, donc désespérée, elle m'a demandé si on pouvait venir à Montréal. C'est pour ça. Ah bon? Ah bon? Mais tu faisais quoi à Hamilton? Je travaillais déjà comme lettreur. Comme lettreur, J'avais été d'accord. engagé par un monsieur Boyce qui, ça s'appelait le Hamilton Sign, et j'allais peindre des panneaux. Il avait des contrats pour Pepsi Cola et tout ça. Mais tu décides de t'en venir à Montréal comme ça, subitement comme ça. Oui. Mais là, j'avais déjà plus d'argent. J'avais déjà gagné plusieurs payes que j'avais mis de côté parce que quand je suis arrivé au Québec, en arrivant, j'avais 50 $ dans ma poche. 50 $. C'est tout ce que j'avais. Pensant être riche, mais ça m'a pris quasiment 15 jours à Hamilton avant de pouvoir le changer. C'était tellement un gros billet pour les commerçants à d'où l'époque. j'habitais qu'il nous faisait crédit. Et dès que j'ai eu ma paye, j'ai ouvert un compte en banque. J'ai pu repayer mes petites dettes. Là. Ah bon, c'est C'est bon. amusant. À Montréal, on arrive sans emploi? Ou bien? Oui, pas de job, Pas de rien job. du tout. Je trouve un petit appart sur la rue Hutchison, Ah, je sais, chez ouais. des gens qui ont des trucs comme ça, là, Oui. où on ne pouvait pas... On La avait communauté juive que tu as un là. peu, oui, et on était assez restreint parce qu'on n'avait pas le droit de faire on pouvait faire la cuisine, on bénéficiait de la cuisine, mais pas de porc. Ah bon? Et un Non. jour, ma femme avait fait des saucisses et la vieille dame, elle l'a acheté dans la poubelle. Ah bon, à ce point-là? Oui, ils étaient des fanatiques, mais enfin, on n'est pas resté longtemps là. Mais ils sont demeurés fanatiques encore. Je ne discuterai pas de ça. Mais j'ai trouvé un emploi tout de suite. Le lendemain, je me suis présenté sur... ça s'appelait les magasins. Je ne sais pas s'ils existent encore. People Store. Mais c'était encore du lettrage. Store. Et encore, oui. Là, Encore du j'étais lettrage. engagé comme étalagiste, étiquettiste. Et en plus, les fins de semaine, parce qu'on travaillait le vendredi et le samedi, ils me mettaient comme assistant gérant sur le plancher pour donner le change aux vendeuses. Ah bon? Parce que quand il y avait un billet de 20 $, Ah, elle ne pouvait pas garder ça dans la caisse. Alors, elle m'appelait et moi, je devais... Oui. On vérifiait. Ah, ben c'est bien. Tu as continué ta vie à faire quoi? Eh bien, avec People Store, donc c'est là que ma première fille est née, en 1958. Après, j'en ai eu une deuxième en 59. Et après, quand en 59-60, j'avais vu comment ça fonctionnait. Et je suis parti à mon compte dans le lettrage. Dans le lettrage? Oui, et j'avais formé ma petite compagnie enregistrée. J'avais pris le prénom, les 2 premières lettres des noms de mes filles. Ah bon? Alors, j'en ai une qui s'appelle Ariane et l'autre Karine. Et j'ai appelé ma compagnie Les Enseignes Arca. OK. A-R-K. Que j'ai fait jusqu'en 1979. Mais et fatalement, ça a grossi, et j'ai eu donc des gros clients. J'avais Air France comme client, j'avais le salon nautique, salon du camping, Place Bonaventure, ça... Mais à ce moment-là, encore, l'informatique n'était pas rentrée. Non, l'informatique a commencé aux alentours de 77-78. Bien, pour ce qui touchait à notre métier, c'est là qu'ils ont sorti les premières imprimantes qui découpent le lettrage dans du vinyle. C'est facile, alors maintenant, Ben oui. ils peuvent décider de l'inclinaison de la lettre. Est-ce que tu faisais de la peinture à ce moment-là? Oui, je peignais quand même, Tu peignais mais quand même. en dilettante. C'était pas ma carrière C'était pas ta officielle. carrière. C'est qu'en 78-79, lors d'une exposition que j'avais fait chez Dallaire avec Madame Alonso. Ben tu te oui, Mme souviens? Alonso, oui. Bon, je faisais partie de l'association lavalloise qui s'appelait... merde, le nom va me revenir, excuse-moi. Et c'est grâce à ça que... L'ALPAP. L'ALPAP, oui. Voilà. J'étais membre de l'ALPAP avec Marcel Delorme et Pierre-Yves Lamarche. Ben oui.
Et alors, j'avais fait une expo, et là, il y a des galeries qui étaient venues, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai été, tout de suite, je suis rentré dans une galerie à Saint-Lambert, et là, ça marchait. Une fois que j'ai commencé à vendre à des gens que je ne connaissais pas, c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, parce que tant que tu vends à ton copain ou à ta famille, tu te dis, ils font ça pour me faire plaisir, hein? Comment tu identifies le genre de peinture que tu fais? Ben, je dirais que c'est pas, j'ai rien inventé, c'est du figuratif. Je travaille sur le motif. Et puis, impressionniste, c'est ça, on pourrait donner ça. On va peut-être comparer de loin, note bien que j'ai pas leur talent, mais c'est le style Monet, ciselé. Je serais plutôt ciselé par la sensibilité des toiles, là. Et puis voilà, c'est ça. Donc, voilà. Je ne suis pas ni abstrait, ni moderne. Je ne fais pas des grands formats avec beaucoup de couleurs. Je reste fidèle et je peins encore beaucoup. Cette fin de semaine, je viens de passer à Tremblant. On se réunit avec des amis peintres et on va peindre des scènes. Mais le froid, tu ne fais pas peur. Je sais que tu peins même au froid. Bien, j'ai peint il y a 2 ans avec les copains encore, mais là c'est Michel Normando, qui est un peintre de Saint-Jovite, avait donc invité des peintres très connus. Parmi eux, moi, ça ne me dérange pas de donner le nom des concurrents parce que ce sont des amis. Il y avait Helmut Langeder, un très bon peintre, Cristobal Pinochet de Baie-Saint-Paul. Il avait vraiment sélectionné et nous sommes allés peindre. L'événement s'appelait Sur les traces des grands maîtres. C'était pas nous. Nous, on allait sur les traces des peintres de 1900, les peintres. Pilots et compagnie, tous ces craques-là. Ils nous ont emmenés en skidoo à l'endroit où ces peintres étaient. Et ça, c'est magnifique parce que sur une période on va dire, de 100 ans, les arbres qu'eux avaient peints, qui étaient à 2 pieds, moi, je l'ai peint, le même arbre, mais immense. C'est le même tableau, mais on ne copiait pas l'artiste, mais c'était le même sujet. Et c'était sur la rivière Cachée. Tu as bien connu Umberto Bruni. Oui, c'était un bon ami. Oui. Umberto, comment tu qualifies son genre de peinture? Ah, ben lui, c'est très académique. Umberto, quand il faisait ses natures mortes, c'était vraiment la vieille. Les jeunes, sans vouloir, quelques-uns quand même, j'en vois quelques-uns, mais c'est plus ce style de peinture qu'il raffole, là. Bruni, lui, les pivoines, ses pivoines, c'était vraiment son secret. Oui. Et quand il reproduisait un pot en argent, c'était l'argent, tu avais l'impression. Donc, c'était vraiment critiqué peut-être, parce que trop tous les peintres sont critiqués. Tous les peintres sont critiqués. Oui, c'est trop moderne, trop... Il y a toujours une critique qu'on peut faire. C'est vrai. Maintenant, tes peintures ne sont pas en galerie actuellement. Non, vu mon grand âge, là, je ne le dirai pas tout de suite, je crois que tu vas t'en charger. Mais je suis sorti des galeries parce qu'à un moment donné, ça occasionnait pas mal de travail. Tu sais, les galeries à Québec ou à Baie-Saint-Paul, il fallait quand même aller à la compagnie d'autobus, envoyer les tableaux. Si après un mois, le tableau n'était pas vendu, habituellement, la galerie ne le garde pas, mais c'était toujours moi qui payais le transport, plus les assurances. Fait que à un moment donné, j'ai décidé. Tu enseignes beaucoup aussi. Comment? Tu es enseignant. Tu donnes des cours aussi. J'ai terminé, là, aussi, il y a 2 ans, j'enseigne plus, mais j'ai enseigné pendant au moins 20 ans dans le domaine plutôt... c'était plutôt c'était pas des cours des beaux-arts, c'était plutôt des dames qui venaient prendre des leçons, mais j'en ai eu pas mal des bonnes parmi les élèves, et il y en a quelques-uns qui ont fait carrière
dans la peinture. Est-ce qu'il y en a des peintres qui t'ont inspiré? Bon, ben, j'ai eu des copains peintres, Martin Gagnon, qui est malheureusement parti aussi. Enfin, mais il y avait Bruni aussi. J'aimais beaucoup la peinture parce que les tableaux de Bruni à l'extérieur n'étaient pas les mêmes qu'en dedans. Quand il travaillait à l'intérieur, donc là, c'était l'académie qui reprenait le dessus. Quand on était dehors, là, il se laissait aller parce qu'il sortait un tableau en 3 heures. Oui. Et j'ai beaucoup aimé son style. Georges Desdoyards, c'est formidable de t'entendre. À 90 ans, au moins, d'être aussi volubile et puis d'être aussi passionné par la peinture. Ah. Merci beaucoup. C'est peut-être ça, la raison de ma longévité. C'est vrai. La passion. Merci, Georges. Merci. Ça m'a Au fait plaisir, Jean-Jacques. Ouais. Pour grandir, vibrer, dormir, veiller, rêver et chanter. C'est la vie, l'amour, Laval. C'est une ville qu'on s'est donnée. Aujourd'hui, pour